Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce mercredi 12 mars de l'an de grâce 2014 pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. Les grandes unes nous ont retenus et surtout retenu notre regard et notre attention. Nos confrères de la presse écrite n'ont pas failli à leur réputation, de ceux-là même qui sont en train de traiter les belles informations. Et tout au long de cette autre édition de Kiosque Africain, nous allons analyser, décrypter l'information traitée par nos confrères. Pour m'accompagner, Raoul Pépin Benabena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Jocelyn Gos, bonsoir également à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis. Vous l'avez si bien dit, nous sommes dans un nouveau job. Nous allons décrypter davantage les unes qui sont apparues ce mercredi 12 mars 2014. Nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite internationale. N'oubliez surtout pas la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mais vous le savez déjà, la connaissance, c'est le pouvoir. Tout de suite et maintenant, commençons avec la première une, c'est le reporter. Le reporter, selon le reporter, un groupe de militaires serait en gestation depuis la Guinée pour liquider le juge Yaya Karambé. L'information faisait état de ce que les hommes d'affaires, hommes politiques et militaires seraient à la manœuvre, comme le rapportait le reporter dans sa parution de ce mercredi. Bien évidemment, le reporter a sorti cette une pour tirer son attention sur le juge Yaya Karambeu, qui est devenu pratiquement la star au Mali, pour avoir arrêté quand même un certain nombre de personnalités dont on pensait intouchables il y a quelque temps seulement. Moussa, comment on appelle Moussa Dadis Camara. Non, pas du tout. Le général Aya Sanogo. Voilà, Sanogo, le général Amadou Aya Sanogo et bien d'autres, y compris le chef d'État-major particulier du président Ibeka, qui se retrouve également impliqué dans cette affaire des bérets rouges. Dans le collimateur en tout cas. D'accord, tous se retrouvent impliqués dans cette affaire du béret rouge. Donc ce juge qui a pris son courage et qui voudrait apporter la lumière dans toute cette affaire se retrouve aujourd'hui pratiquement dans des salles gras avec cette géante qui va bientôt se préparer du côté de la Guinée. La Guinée-Conakry, bien sûr, où des gens sont soutenus par des hommes d'affaires et autres pour prendre la tête de ce monsieur qui, dit-il, est en train de dévoiler pratiquement des secrets qui étaient restés pratiquement touffus. Alors, le juge Yaya Karambeu étant déjà au courant de cette situation, le reporter ne lui dit pas comment il va se défendre, mais on sait quand même qu'il sait se défendre. En tout cas, nous savons une chose simple, Raoul Pépin Benabena, c'est que lorsque la grande muette est en gestation, cela ne promet pas en tout cas de belles et bonnes choses. Pas du tout, ça ne peut pas promettre de belles et bonnes choses, mais vous savez, on dit souvent que les hommes proposent, mais Dieu dispose. Il faut bien que ce monsieur qui fait son travail, jusqu'à présent tout le monde sent qu'il fait son travail, je ne pense pas que Dieu va le laisser tomber. En tout cas, d'après le reporter dans sa parution de ce mercredi, bien, c'est tout simplement que des militaires seraient en gestation depuis la Guinée pour liquider le juge Yaya Karambé. L'information nous faisait comprendre que les hommes d'affaires, hommes politiques et militaires seraient à la manœuvre pour voir cette tête, l'homme que vous voyez à la grande une de ce journal, que sa tête puisse tomber, c'est lui bien sûr, Yaya Karambé. En tout cas, pour certaines personnes, il n'est plus bon de le revoir du côté du Mali parce qu'il est aujourd'hui persona non grata, comme on le dit souvent. Il ressemble également à ce juge dans un pays de l'Afrique centrale qui a pratiquement arrêté tous les ministres et a foutu en prison et qui était devenu pratiquement la star de ce peuple-là. Je ne voudrais pas citer le nom. On ne va pas citer le nom non plus. On va passer à la seconde une. Nous sommes là en Côte d'Ivoire avec le Patriote, loin de la Maca, Blé Goudé en résidence protégée avec le sol carrelé, nous disait le Patriote qui parlait de colère totale. Selon le journal, les parents de victimes et certaines victimes ont demandé au gouvernement de l'envoyer à la Cour pénale internationale s'il se dit maltraité chez lui. Alors, vous vous rappelez, il y a quelque temps, on parlait des manipulations de l'information. Bien évidemment, certaines informations font état de ce que les photos qui ont été vues à travers certains journaux ne sont pas des photos récentes. C'est des photos il y a de longues dates. Et puis, il y a un compatriote ivoirien qui dit avoir vu Blé Goudé le 24 février dernier et que Blé Goudé n'avait pas de barbe. Alors, quand vous regardez ces photos, c'est des photos qui ont... L'homme est barbu à travers ces photos. Et puis, on vous fait comprendre que là où Blé Goudé habite, le sol est carrelé. Par contre, des photos dont les journaux ont fait allusion, c'était un sol pratiquement nu. Donc vous voyez donc il y a de la manipulation dans cette information que nous ne pouvons pas prendre le risque ici de dire quoi que ce soit à nos téléspectateurs parce qu'en réalité, c'est de la manipulation, c'est un combat de deux camps qui veulent se saisir de tout pratiquement pour se donner une palpable raison. Alors vous voyez dans la une du Patriote qui dit clairement, s'il s'est dit maltraité ici, envoyez-le à la haie.
Vous savez que la Haye réclame Charles Blé Goudé depuis un bon bout de temps. Mais le gouvernement ivoirien estime que ça ne sert à rien qu'il aille là-bas. Et s'il y va à la Haye, va-t-il être encore proche de sa famille? Je ne pense pas. Donc, c'est une situation qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Est-il déjà proche de sa famille du moment où il est aujourd'hui incarcéré dans une maison? On dit qu'il est dans une résidence. Là au moins, il y a de l'espoir qu'il n'a pas encore pris l'avion. Il est encore sur le territoire. Donc, d'un moment à l'autre, il peut voir l'un des siens. Mais là où se retrouve, là où M. Laurent Gbagbo se retrouve de l'autre côté, là, c'est encore une autre situation. Qui va aller voir M. Laurent Gbagbo là où il est maintenant? Qui sera même permis d'aller le voir? Voilà autant de questions. Donc, ce qu'il faut dire dans cette affaire, Steve Josselingos, c'est d'éviter la manipulation. Et nous ne pouvons pas entrer dans ce combat des manipulateurs. En tout cas, depuis quelques jours aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous parlons de la guerre des journaux pro-Gbagbo et surtout des journaux ouattaristes. On parle là de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Koudou Gbagbo et bien sûr le président actuel de la Guinée équatoriale, Alassane Dramane Ouattara. De la Côte d'Ivoire. On voit aujourd'hui. De la Côte d'Ivoire, le président actuel de la Côte d'Ivoire. Le président actuel de la Côte d'Ivoire, je me trompe également. Donc juste pour faire comprendre une chose simple, c'est que les deux camps ont des journaux et ces journaux se font une guerre âpre, guerre en tout cas pour donner des informations de part et d'autre. Et c'est le cas du quotidien Le Patriote qui nous parlait de loin de la Maca. Blé Goudin en résidence protégée avec Sol Carolé, nous disait Le Patriote, qui parle de la colère totale, comme vous le voyez à la grande une de ce journal. Selon ce quotidien, les parents de victimes et certaines victimes d'ailleurs ont demandé au gouvernement de l'envoyer à la Cour pénale internationale du côté de la haie s'il se dit maltraité chez lui en Côte d'Ivoire. Il faut peut-être ajouter là qu'il y a la direction de la sécurité territoriale qui est derrière cette affaire pour découvrir exactement où viennent ces photos qui ont été publiées par l'Étoile et par les journaux. En tout cas, nous espérons que dans les tout prochains jours, nous allons avoir plus en plus d'informations sur ce sujet qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire, le pays de l'éléphant, pour ne pas dire le pays du vieux au fouet, comme on le dit de ce côté-là. Et Kila Africa nous dit tout simplement, en nous parlant de la Libye, le Congrès fait tomber le gouvernement chancelant de Ali Zaïdan, nous disait Kila Africa. Ce mercredi, le journal précisait que le Parlement libyen a voté hier en faveur d'un retrait de confiance au Premier ministre Ali Zaïdan pour manque d'efficacité. Ali Zaïdan avait été appelé déjà depuis fort longtemps à démissionner, il n'a pas voulu le faire. Les Libyens ont pensé à un moment donné qu'il était pratiquement incapable de ramener l'ordre et la sécurité en Libye 3 ans, presque 3 ans après le départ, après l'assassinat de Muammar Kadhafi. Le pays est pratiquement à feu et à sang tous les jours. Il n'y a pas de sécurité en Libye. Alors, ses compatriotes lui ont demandé de démissionner pendant longtemps, il n'a pas pu. Et finalement, c'est une décision du Parlement qui a voté et 124 contre 180, bon 124 sur 190. Donc le quorum était largement atteint. Il aurait donc fallu qu'il démissionne de ses fonctions pour être remplacé plus tard par le ministre de la Défense qui lui-même n'a pas pu gérer cette défense, mais qui va gérer maintenant le premier ministère. On se demande très bien où vont les Libyens après l'assassinat de Muammar Kadhafi. Mais ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que ce pays n'a plus l'air d'être gouverné parce que vous voyez, ceux qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les protestataires, dont on refuse le nom de rebelles, parce que, voyez-vous, la rébellion a toujours été montée par ces Occidentaux, parce qu'ils recherchent quelque chose. Alors, on peut donc se poser la question de savoir, ceux qui sont aujourd'hui des protestataires, d'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés en Libye pour protester? Comment ont-ils pu mettre la main sur les puits de pétrole? Voilà un sérieux problème dont il faut très souvent se poser ici en Afrique. Malheureusement pour ces protestataires, ils ont quand même réussi à prendre quelques citernes de pétrole dont ils veulent exploiter et peut-être revendre à l'extérieur. En tout cas, vous l'avez bien compris, le Premier ministre libyen a été démis de ses fonctions par le Parlement à l'issue d'un long bras de fer entre l'exécutif et le législatif qui a quasiment paralysé le pays en proie au chaos et à des velléités séparatistes depuis la chute de l'ex-leader libyen Muammar Kadhafi il y a presque 3 ans jour pour jour. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien Ekila Africa. Kaloum Presse, nous allons faire un clin d'œil à notre ami rédacteur en chef Eli Ounya Kamara de Kaloum Presse, à la une de Kaloum Presse de ce jour, la fortune de Samuel Eto'o. Kaloum Presse nous faisait savoir que le Camerounais de Chelsea pourrait être hors de tout souci financier. Durant toute sa retraite, le journal précisait qu'il est le 3e footballeur fortuné au monde après Ronaldo et Lionel Messi. C'est une enquête qui a été révélée par un site, le site est appelé Goal,
qui a tenu à mettre sur la place du monde les footballeurs les plus chers, les plus coûteux du monde, notamment les 10 premiers footballeurs les plus chers, en fait, les plus riches du monde, si vous voulez bien. Et il s'est attelé sur Samuel Eto'o, dont les performances ne font pas grande chose aujourd'hui à Chelsea, mais il demeure quand même un homme extrêmement puissant parce qu'avec ses 50, je crois, c'est 57 milliards de francs CFA de salaire, y compris avec tous les contrats. Avec tous les contrats publicitaires, Samuel Eto'o se hisse à la 3e place des footballeurs les plus riches du monde, avec un patrimoine aussi imposant qu'on peut le dénir chez Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo qui arrive en tête de ce classement revient avec 148 millions d'euros, soit 97 milliards de francs CFA. Et Lionel Messi qui vient en 3e position arrive avec 97 milliards de francs CFA, soit 146 millions d'euros. Voilà ces 3 footballeurs. Et on rappelle quand même que Samuel Eto'o est le seul Africain dans cette liste des 10 footballeurs les plus riches du monde. Derrière Samuel Eto'o, il y a Roy Rooney, il y a bel et bien Thierry Henry qui ferme d'ailleurs la liste, qui vient en 10e position, qui se retrouve dans un club américain aujourd'hui. Donc vous voyez, pratiquement, c'est une fortune énorme qui peut financer les États, pourquoi pas. Oui, quand on parle de Thierry Henry, on parle également de Los Angeles Galaxy que nous connaissons super bien. C'est justement là où se trouve actuellement Thierry Henry. En tout cas, il est en train de finir sa retraite. Mais une question, Raoul Pépin Benabena, quand vous parlez d'homme le plus fortuné, enfin, quand on parle des footballeurs les plus fortunés, est-ce que cette fortune est visible concrètement? Est-ce une entreprise? Est-ce que ces footballeurs ont des entreprises? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que durant toute leur retraite, ils ne manqueront absolument de rien. Parce que nous savons une chose simple, c'est que dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, on a vu des footballeurs qui ont eu vraiment de belles sommes d'argent, mais qui malheureusement sont tombés à la fin. Vous savez que la mafia a introduit le football effectivement dans ces années 2000 où les contrats commencent à être extrêmement chers, où les joueurs aujourd'hui semblent être maintenant la gage d'une institution qu'on appelle la mafia, qui savait être prendre ses origines en Italie. Mais ça n'exclut rien. Vous imaginez, à l'époque de Diego Armando Maradona, lorsqu'il était encore l'un des joueurs les plus chers du monde, vous n'allez pas me dire que la richesse de Maradona a expiré. Non, c'est une richesse visible et palpable. À l'époque, il avait 19 véhicules dans son parking et le dernier des véhicules coûtait à l'époque 19 milliards. Donc vous comprenez donc que c'était une extrême richesse. Et qui aujourd'hui savait, quand vous regardez le train de vie de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi et même de Samuel Eto'o, vous voyez que c'est des gens qui ont de l'argent à jeter. Donc vous ne pouvez pas prétendre que c'est de l'argent dans les papiers, non. C'est de l'argent en espèces parce que ces gens sont dans des contrats publicitaires coûteux. Ces gens jouent dans des clubs de football où il y a de l'argent, où il y a un enjeu sportif qui accompagne également de l'argent. Donc en réalité, c'est de l'argent en espèces. Quand on parle également de Lionel Messi, on sait une chose, c'est qu'il est embourbé dans une affaire de fraude fiscale du côté de l'Espagne. Alors, vous savez que le jeune Neymar qui arrive dans le Barça, il vient en 6e position. En 6e position, c'est ce que nous rapportait en tout cas Kaloum Press dans sa parution de ce mercredi. Et bien sûr, c'est peut-être seulement pour dire que Kaloum Press nous disait que le Camerounais de Chelsea, Samuel Eto'o fils, pourrait être hors de tout souci financier durant sa retraite prochaine. Le journal précisait qu'il est le 3e footballeur le plus fortuné au monde, après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'était à lire dans les colonnes de Kaloum Press. Nous allons tout droit au Sénégal avec Sud Quotidien. La succession de Niasse à la tête de l'AFP est au centre des polémiques. Sud Quotidien parlait de choc des ambitions différées pour remarquer que le bureau politique de l'Alliance des forces de progrès va barrer la route à tout responsable progressiste qui ose afficher ses ambitions de succéder à Moustapha Niasse, un homme politique qui a vraiment une grande popularité, en tout cas, et qui joue d'une grande popularité du côté du Sénégal. C'est le secrétaire général de l'AFP, l'Alliance des forces du progrès. C'est un parti qui est en alliance également avec l'APR, le parti gouvernemental, qui s'avère aujourd'hui être pratiquement dans divers problèmes liés au problème des leadership. Le secrétaire général est davantage contesté par les siens qui estiment qu'il est déjà temps que M. Moustapha Niasse cède sa place à quelqu'un d'autre. Mais compte tenu de l'enjeu électoral qui arrive là, parce que le Sénégal prépare les prochaines élections locales, le bureau politique de ce parti qui vient de siéger n'a pas trouvé utile que cela soit à l'ordre du jour. Et ce bureau politique a préféré renvoyer cela aux calanques grecques, demandant plutôt aux militants de se souder les bras, d'aller de plein fouet aux élections locales, quitte à remporter d'abord ces élections avant de voir comment nous allons revenir redresser les choses au sein de la grande famille. Je crois que c'était là l'essentiel de Sud Quotidien de ce jour. Quand on parle du choc des ambitions différées, vous comprenez donc qu'il n'y a pas eu choc des ambitions
certainement été différé. En tout cas, le socle des ambitions, selon nos confrères de Sud Quotidien, a été différent. On se rappelle également que Moustapha Niasse, il y a quelques années aujourd'hui, aurait pu devenir le chef de l'État à la place de Macky Sall. Malheureusement, il aurait fallu choisir. On a choisi, bien sûr, Monsieur Macky Sall pour devenir le président. Cette information était à lire, en tout cas, dans les colonnes du quotidien sénégalais. Sud Quotidien, nous restons au Sénégal cette fois-ci. Mais il faut compléter en disant qu'en ce moment, M. Macky Sall n'avait même pas de parti politique. Exact, comme vous le dites. Le Soleil, tout de suite, avec l'interview exclusive de Serigne Modou Kara, guide religieux et président du PRD accordé au quotidien Le Soleil. Je cite, ce sont ces termes, précision faite, je suis prêt à accompagner Macky Sall pour un Sénégal émergent. Fin de citation. Aussi, le journal nous apprend que l'impôt de 30% sur le revenu des sociétés pourrait retourner à 25%. Vous voyez donc que la danse, le long chemin vers l'émergence du Sénégal passe nécessairement également par les hommes de Dieu, les religieux. C'est donc un homme de Dieu, un religieux qui estime maintenant qu'il est temps pour eux d'apporter leur soutien au président Macky Sall. Lui, il a fait ouvertement, les autres en ont fait d'une autre manière. Rappelez-vous, il y a quelques temps, il y a eu des messes qui ont été dites au Sénégal pour que le président Macky Sall puisse obtenir de l'argent dont il a besoin pour mettre en branle son programme Sénégal émergent. Donc, vous voyez, les hommes religieux se mettent également dans la danse parce que, disait-il, il s'agit du bien-être de tous les Sénégalais. Et Serigne a beau faire d'être ouvert et de dire ouvertement, mais il ne cherche pas un poste de Premier ministre, il va le faire plutôt à sa manière. En tout cas, il le fait à sa manière. Je suis prêt à accompagner Macky Sall pour un Sénégal émergent. On le sait également, lorsque M. Macky Sall est rentré dernièrement de Paris en France, il a été acclamé par ses collaborateurs et surtout acclamé par tous les Sénégalais, justement parce qu'il avait eu pas mal, il faut le dire, de financement venant du côté de l'Occident. Aujourd'hui, on peut parler en tout cas de Sénégal émergent dans les tout prochains jours. Tout à fait. Il y a également cette seconde une sur l'impôt qui devait être réduit de 30 à 25%. Je crois que ça entre en droite ligne des objectifs du président Macky Sall lorsqu'il arrivait au pouvoir. Ça fait partie également de ces mots d'ordre des campagnes électorales qui estimaient que la fiscalité au Sénégal est un peu élevée. Il va falloir apporter un soutien aux entreprises pour leur permettre de recruter davantage et d'enrayer complètement le chômage. Donc c'est dans cette lancée que le président Macky Sall envisage donc réduire des impôts de 30 à 25%. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles qui nous viennent tout droit du Sénégal avec le quotidien Le Soleil. On va direction Afrique centrale, cette fois avec Journal de Bangui. RCA, la commission d'enquête, commence son travail de terrain, nous apprenait Journal de Bangui. La commission dirigée par le Camerounais Bernard Assomouna a 6 mois pour rendre son verdict. Il faut par ailleurs préciser que cette enquête a démarré hier, mardi, sur le territoire centrafricain. En réalité, le maître Bernard Assomouna est un ancien procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, il sait exactement sur quel terrain il est en train d'y aller. Il est accompagné de 2 autres experts dans la matière, Fatima Mbaye de la Mauritanie et Georges Castaneda du Mexique. Ces 3 personnes se retrouvent dans un territoire centrafricain. C'est pour prendre contact déjà avec les populations, les hommes politiques, les ex-Sénégal, les anti-Balaka, les réfugiés. Parce que d'après Maître Assomouna, qui a donné une conférence de presse il y a là quelques heures à Genève, et il pensait que ces gens, surtout les réfugiés, avaient une histoire à raconter. À partir de cette histoire, donc, ils pouvaient reconstituer la situation en République centrafricaine et faire des propositions fiables pour permettre aux Nations Unies d'avoir une orientation claire par rapport à la remise sur pied de la République centrafricaine. Mais cette enquête, il faut le dire, c'est limite dans le cadre des droits de l'homme. Parce que c'est dans le cadre des droits de l'homme que les exactions commises par des uns ou des autres qui entrent dans les procédures de la Cour pénale internationale, notamment crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et ainsi de suite. Donc c'est tout cela qui sera donc revu à profit par la commission Assomouna, qui, semble-t-il, a 6 mois pour rendre sa copie. En tout cas, il a 6 mois pour rendre sa copie, comme le disait le journal de Bangui dans sa parution de ce jour. La commission d'enquête commence son travail de terrain. La commission dirigée par le Camerounais Bernard Assomouna a donc 6 mois pour rendre son verdict et surtout pour rendre sa copie. Parlant de la RCA, on parle surtout de meurtre, d'agression, de règlement de compte. La Centrafrique, déjà sinistrée par des mois d'affrontements, subit désormais les affres du banditisme, les pillards étant assurés eux aussi de l'impunité, faute d'administration judiciaire, pour s'attaquer à ce fléau. C'est justement le problème aujourd'hui. On espère tout simplement que Maître Assomouna pourra faire le maximum de fois possible pour enrayer cette situation. Non, mais ce qu'il faut comprendre dans cette mission, ce ne sont pas des soldats.
Donc, ils ne pourront rien faire pour enrayer une situation en République centrafricaine. En tout cas, l'essentiel, c'est de trouver... Ils vont constater, ils vont prendre acte, ils vont dresser un rapport qu'ils vont afficher aux Nations Unies. L'essentiel, c'est que la situation soit enrayée du côté de la Centrafrique dans les tout prochains jours. On quitte la Centrafrique pour aller tout droit du côté du nord du continent noir, cette fois-ci avec El Watan. El Watan qui nous parlait du procès des émeutiers de 2013 à Ouargla. El Watan dévoilait les peines de 5 à 18 mois de prison pour 19 prévenus, des peines jugées clémentes, en tout cas à l'encontre des 27 personnes inculpées, suite aux émeutes qui se sont déroulées le 13 avril 2013 à Ouargla, en réaction à l'affichage d'une liste contestée de bénéficiaires de logements sociaux. On parle bien sûr des peines allant de 5 ans à 18 mois de prison. C'était à lire dans les colonnes du quotidien algérien El Watan qui signifie la nation. El Watan qui signifie la nation. Et comme nous parlons de la nation algérienne, il y a effectivement eu un certain 13 avril 2013, un certain 13 avril, c'est ça? Un certain 13 avril 2013, il y a eu des émeutes à Ouargla. Et là-bas, c'était des logements sociaux tels que vous l'avez si bien dit tout à l'heure dans votre introduction. C'est des gens qui sont pourtant des chômeurs, qui se sont indignés du fait que la liste qui était affichée, la liste des bénéficiaires de ces logements sociaux n'était pas la réelle liste. Il y avait des infiltrés à l'intérieur qui ne se retrouvaient ni au départ, mais qui se sont retrouvés plutôt à la fin dans les listes définitives. Et ça a donc créé le gourou d'un certain nombre de jeunes gars, parmi lesquels les chômeurs, les 27 chômeurs qui ont été saisis. Malheureusement, ils ont fait des pillages parce qu'ils ont détruit les édifices publics et privés, ils ont brûlé des véhicules. Ça a donc entraîné la colère du gouvernement algérien qui a pensé qu'il fallait mettre un terme à cela. Ils ont donc été arrêtés. Ils étaient au nombre de 27 parmi ceux qui ont été jugés et ont été reconnus coupables. Il y a 19 qui ont été reconnus coupables et 8 ont été tout simplement acquittés. Relaxés, oui. Relaxés pur et simplement, acquittés de toute tâche. Parmi les 19, il y a un seul qui a pris 5 ans. Il est d'ailleurs en fuite. On ne parvient pas à le voir aujourd'hui. On va à le localiser. Voilà, il y a 3 qui ont pris 3 ans et les autres ont pris 6 mois. 6 mois d'emprisonnement ferme avec forcément une amende assortie de 100 000 dirhams, je crois, une histoire comme ça. Donc, c'est ça. C'est juste pour dire que les manifestations parfois entraînent à des peines. Et le tribunal algérien, certains gens qui ont observé ces peines ont pensé que c'était une grande clémence, que le tribunal a fait preuve de clémence parce que ces gens-là méritaient mieux que ça. C'est aussi peut-être pour permettre à Bouteflika d'avoir davantage des voix, pourquoi pas. En tout cas, comme le disait El Watan dans sa parution de ce mercredi, procès des émeutiers de 2013 à Ouargla, El Watan dévoilait des peines de 5 ans, en tout cas pour une seule personne, à 18 mois de prison pour 19 prévenus, des peines jugées clémentes à l'encontre de 27 personnes inculpées suite aux émeutes qui se sont déroulées le 13 avril 2013 à Ouargla en réaction à l'affichage d'une liste contestée de bénéficiaires de logements sociaux. Nous parlions encore d'une certaine presse ougandaise ici. La semaine dernière, on parlait de Red Pepper. Juste pour vous donner bien sûr une information de Red Pepper. Ouais. Ça, parce que ça ne doit pas passer inaperçu, ce sont nos confrères. Et par exemple, nos confrères, nous avons parlé de leur journal qui avait, la semaine dernière en tout cas, donné une liste de 200 personnalités ougandaises qui étaient homosexuelles. Eh bien, qui étaient supposées être homosexuelles. Supposées homosexuelles. Alors le groupe Orange, qui est un groupe français, a mis fin à son contrat publicitaire avec le tabloïd ougandais Red Pepper, qui avait publié une liste de 200 personnes homosexuelles. On se pose bien la question de savoir pourquoi. Mais ça ne devrait pas vous surprendre. Ces multinationales sont d'ailleurs des pourvoyeurs de l'homosexualité. Ces multinationales sont ceux qui soutiennent l'homosexualité en Afrique. Orange, que ce soit Orange et tout d'autres qu'on peut citer ici, ça ne devrait surprendre personne. Et puis, ça, ce n'est que le début. Il y en aura mieux que ça. Rassurez-vous, parce que c'est une guerre qu'a déclenché le président Museveni. Mais il devrait tenir bon, parce que les Africains sont derrière cette affaire. Ça, c'est des rites et des coutumes qui ne s'y en rien aux Africains et dont nous ne pouvons, sur aucune pression, prétendre un jour accepter l'homosexualité. Donc, qu'Orange retire tous ces contrats publicitaires, ça ne va pas empêcher la nation ougandaise d'aller de l'avant. Et surtout pas à Red Pepper de continuer à publier et surtout à traiter des informations de ce genre, puisque le groupe Orange a mis fin à son contrat publicitaire avec le tabloïd ougandais Red Pepper. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions une de Red Pepper, un quotidien ougandais qui avait publié
la liste de 200 homosexuels supposés. Et Red Pepper qui nous faisait également comprendre que la Banque mondiale s'inquiétait déjà de ses employés du côté de l'Afrique, surtout dans les pays où l'homosexualité est aujourd'hui réprimée. Alors, mais Steve, pour lire un peu, franchement, il faut qu'on soit clair. Vous avez suivi un peu le Facebook après la sortie de ce décret qui a été signé par le président ougandais. Oui. Comment quelqu'un a placé M. Robert Mugabe et a dit, et M. Robert Mugabe qui était en train de dire à Obama, comme vous soutenez l'homosexualité, monsieur, venez, je vous épouse d'abord, et puis on va servir d'exemple aux autres. Donc en réalité, c'est un Facebook qui paraît amusant, mais ça dit beaucoup de choses. Ces gens-là même, ils ont des femmes. M. Obama a une femme chez lui. Il ne va pas aller adopter des enfants, il a des enfants. Mais ils encouragent le fait que les gens se marient, homme-homme, pour aller adopter des enfants après. Mais vous trouvez que c'est pas sérieux. Et qui va faire ses enfants? C'est pour ça que je dis que quand je parle de ce problème d'homosexualité, j'ai peur de sortir de mes gonds, parce qu'en réalité, ça me fait mal. Ça me dérange un peu. Parlant de l'Ouganda, des défenseurs des droits des homosexuels ont réclamé hier mardi devant la Cour constitutionnelle ougandaise l'annulation d'une récente loi durcissant la répression de l'homosexualité déjà passible de la prison à perpétuité dans ce pays et qui reste largement réprimée sur tout le continent noir. Raoul Pépin Bena, c'est ici que nous mettons la clé sous l'opération de cette autre édition de Kiosque Africain. Au plaisir en tout cas de se retrouver demain pour une nouvelle édition. En tout cas, notre job c'est le suivant. On va se retrouver demain, même si nous n'avons pas fait les 30 minutes habituelles. L'information, elle a peut-être été très courte aujourd'hui parce que les confrères n'ont pas beaucoup écrit aussi ces jours, il faut le dire. Mais on attend voir demain. On en aura certainement l'affluence dans les kiosques et nous aurons beaucoup à dire. Quant à nos téléspectateurs qui voulaient bien qu'on arrive à, c'est pas 50 minutes, nous aurons le temps, nous sommes désolés, mais c'est 30 minutes et 30 minutes, c'est 30 minutes. Et la grande tribune, c'est justement 90 minutes tous les samedis. Vous avez l'occasion de nous parvenir au téléphone et surtout de nous, vous avez en bas de votre écran info@afriquemedia.tv. Vous pouvez nous écrire, nous donner vraiment des suppositions, des propositions. Nous sommes également avec vous. N'oubliez surtout pas, comme le disait un proverbe Peul du Sénégal, tous les chats fouillent dans les poubelles, mais seuls les chats imprudents tombent dedans. Nous avons fouillé les poubelles forcément, mais nous ne sommes pas tombés à l'intérieur. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. Madame, Monsieur, restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous, bonne soirée et à demain, s'il plaît à Dieu.